la nuit du 2 au 3 octobre, j'aimerais parler, même si je n'ai rien à dire, j'ai l'impression de n'avoir rien à dire. J'aimerais parler de quelque chose qui pourrait se présenter de cette façon. Quel mot choisir? Quel mot choisir? Non pas les mots, non pas les embarras, mais les mots. Les mots qui forment la totalité, notamment les mots qui forment et qui, quelque part, non pas intègrent, mais incluent le terme de mot. Ainsi, il y a quelque chose comme on pourrait dire Dieu contient la totalité de l'univers sans définir ce qu'est, sans avoir besoin de définir ce que c'est qu'un univers, quand on sait qu'il y a des gens qui proposent de parler du multivers. Donc finalement, mais Dieu, il n'y a pas de problème. Donc Dieu, il pourrait être le maître et le créateur et des multivers. Soyons, comment dire, adaptons-nous. Et finalement, les mots pourraient tout intégrer. Ils ont une sorte de pouvoir sur les choses. Sans les mots, la chose n'existe pas. Et sans, il y a les mots qu'on dit, qu'on vocalise, il y a les mots qu'on signe, peu importe le langage qu'on utilise. Même quand il s'agit d'un langage muet, il est évident qu'il cherche à décrire. Un mot cherche à décrire une réalité. Évidemment, un peu concentré. Le mot est une sorte de compression de la chose. La chose, peut-être le mot peut ne donner qu'une indication incomplète sur la nature de la chose, mais peu importe. Le mot, en fait, son intérêt aussi, c'est qu'il nous permet de savoir de quoi l'on parle. J'utilise le même mot pour la même chose. Donc même si le mot est un peu imparfait, ce n'est pas un problème puisque il est, un mot générique, il est un mot que tout le monde a adopté, il est un mot qui convient, qui désigne cette chose-là. Et aucun autre ne vient le concurrencer sur son terrain, lui. On va mettre une sorte d'individualité au mot. Et quand on n'a rien à dire, justement, on peut aussi le dire avec les mots. On peut aussi tenter. C'est pas qu'on n'a rien à dire, mais on n'a rien à dire de précis. Voilà une nuance importante, mais surtout que on ne sait pas. Les mots nous embarquent dans une sorte de voyage presque organisé à l'avance. Mais quand on ne sait pas, c'est que on partirait un peu à l'aveugle, au hasard des courants, au hasard des envies de chacun. On arrive quelque part, on s'installe, on accoste ou on n'accoste pas. Et puis donc, voilà, un peu, un coup à la dérive, un coup on maîtrise le navire, mais là où on est, c'est là où on doit être. Et finalement, quand on traite de quelque chose, c'est parce que c'est la chose la plus importante. Autrement, on aurait parlé d'autre chose, on aurait utilisé d'autres mots. Si ce n'est pas important de parler d'une chose plutôt que d'une autre, c'est de parler.
l'essentiel, c'est d'une certaine façon comme j'avais pensé tout à l'heure à cette phrase qui avait été dite à un moment, déjà qui commence à être un peu assez ancien, quelqu'un avait dit à propos de la Constitution européenne de 2000 et quelques, on votera contre parce qu'on ne veut pas qu'elle soit gravée dans le marbre. Pour ce qui est de cette histoire de mots un peu vivants dans le monde du numérique, et c'est vrai que quand on dit un mot, on ne peut pas revenir dessus. Il est comme gravé dans le silicium ou dans quelque chose, il est gravé quelque chose, quelque part. Quelle est la nature de ce matériau utilisé? Peu importe. Si je prends ce mot et que je le mette, je l'envoie quelque part, il va être stocké tel qu'il est. Ce mot-là, il a j'allais dire, une forme. Bien sûr, il a quelque chose qui le distingue et il sera conservé tel quel, tel que moi, je l'ai placé au milieu d'autres mots. Personne ne viendra le déplacer. Voilà une chose un peu de l'ordre de l'irréversible, de l'ordre de la chose et qui va prendre une place et qu'elle ne pourra pas quitter. Finalement, ça peut un peu faire penser à quelque chose un peu de l'ordre du comment dire, pas du destin, mais de l'ordre de la chose un peu qui nous dépasse et qui s'impose à nous. Les mots, on les utilise, mais nous ne pouvons pas nous en passer, finalement. Ils s'imposent à nous. On s'en sert parce qu'on a appris à le faire. On a enregistré ce qu'il fallait, et puis on les utilise, mais on ne peut pas, de notre propre arbitre, commencer à changer les mots. Changer, prendre un mot et lui donner une autre signification. Ou créer un mot à partir de quelque chose. Et finalement, ce mot ne sera adopté par personne. Donc, il sera mort-né. Tandis que les mots sur lesquels il y a une sorte de consensus, il n'y a pas de problème, ils continuent leur vie. Ils vont subir avec le temps une déformation, un changement de sens, pas un problème, mais ce sera un peu dans la nature de la vie des mots. Ça, les mots ont leur rythme, ont leur, j'allais dire métabolisme, non, ont leur temporalité propre. Ils peuvent signifier la même chose pendant un siècle ou deux, puis d'un coup, commencer, changer de signification parce que quels sont les éléments qui interviennent dans cette opération. Voilà donc quelque part la chose. Tout à l'heure, j'avais lu quelque part un titre comme ça qui disait quelque chose, qui parlait de la micro-nouvelle, mais qui en même temps la critique. Pour lui, c'était quelque chose qui signifierait la fin de la créativité. Ça signifie un peu une sorte d'arrivée à de fin de ce qui était possible. Mais pourquoi pas? Une micro-nouvelle, bien entendu, c'est quelque chose à part. Il y a la nouvelle, il y a
la nouvelle courte, il peut y avoir quelque chose de plus court. Mais la signification, on peut mettre une grande signification dans peu de mots. Le problème, ce n'est pas la micro-nouvelle ou la nouvelle tout court, c'est comment elle est faite, ce qu'elle veut raconter. Il s'éveilla, s'étira, se leva. Il essaya de se redresser. Son dos lui faisait mal. Voilà quelque chose qu'il va falloir réparer. Il pense à son corps en termes de mécanique. C'est normal, une mécanique, ça s'use. Donc le dos, au bout d'un moment, il va falloir intervenir dessus. Il commence à récupérer petit à petit. La vie, le rythme, l'éveil fait remonter en lui une sorte de sensation de comme une envie de faire. Seulement, le destin disait autre chose. Le destin disait, ce jour-là, ce matin-là, ne ressemblera à aucun autre. Peut-être que le destin a envie de lui jouer un mauvais tour. Mais ce matin, une fois levé, peu de temps après, il commence à se sentir un peu bizarre. La tête commence à lui tourner. Il se sent partir dans une sorte de tourbillon, un tourbillon de plus en plus rapide. Il perdit l'équilibre, il tomba. Il eut comme une sorte de spasme. Un premier spasme, et le deuxième, le troisième, encore plus fort. Il commence à se sentir oppressé. Sa respiration se fait courte, se fait difficile. Il était en train de mourir. La mort l'a saisi au moment du réveil. Ainsi, quelqu'un s'est éteint en ce matin du 14 août 2000 et quelque chose. Ainsi, quelque chose. Ce n'est pas une nouvelle, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est plus long qu'une mini-nouvelle ou qu'une micro-nouvelle. Ça dépasse un peu. Pas évident. J'essaie de tracer un cadre à partir d'une sensation personnelle, mélanger une petite peur et puis une sorte d'état des lieux de mon corps, etc. Mais finalement, c'est pas... Oui, on peut le faire. On peut le faire. C'est vrai qu'il y a un moment de basculement, un moment de transition. On passe du vivant, on passe au mort. Vivant, mort. Ça peut être assez rapide. Ça peut venir brusquement, brutalement, sans vraiment de signe annonciateur. Un être pas trop vieux, encore capable d'aller venir, autonome, etc. Puis d'un seul coup, quelque chose se saisit de lui par, comment dire, sans l'avertir, sans crier gare. Il perd ce qu'il a toujours eu depuis, ce qu'il avait eu depuis toujours, sa capacité à disposer de son corps. Il perd l'usage de son corps. Il perd
il perd sa vie, puisque son corps le lâche. Voilà quelque chose. Alors que dire quand on n'a pas dit les mots? C'est jamais évident. C'est jamais évident de prendre la parole. Après, c'est vrai qu'on est un peu condamné à prendre des mots, ce dont on a l'habitude d'utiliser. Les mots que je viens d'utiliser, c'est des mots qui me sont coutumiers. Ou alors l'idée globale m'est assez familière. Donc je ne peux l'exprimer que par des mots assez convenus et que j'ai déjà utilisé, déjà usé et usé à maintes reprises. Voilà quelque chose donc comme ça. Après le mot, il est, il est censé ou on lui demande de traduire quelque chose. C'est toujours ce moment de basculement. Le moment où on plonge un peu dans le vide et on sait qu'on va y laisser la peau. En fait, on ne glisse pas de façon brusque, on glisse lentement. On est pris dans une sorte de toile, on est obligé, de par notre corps et notre conformation, de, de fermer les yeux pendant un certain temps et de ne rien faire. De ne rien faire. Voilà comme ça, comment en effet un tiers de notre vie nous est un peu, on peut le dire comme ça rapidement, nous est un peu arraché. On n'en dispose pas, même si on nous raconte que c'est important pour le repos, etc., je sais pas, pour la bonne santé de l'organisme. Il faut se reposer. Il faut presque perdre conscience, être en incapacité de faire. Ah, une personne qui fait pendant 16 heures, elle fait, et puis 8 heures, elle cesse de faire. Elle est là, sans être là. Elle est livrée à l'inconnu. Tout le monde, évidemment, quelqu'un peut venir et un peu commencer à se moquer d'elle. Elle est inconsciente, elle ne peut pas l'entendre. Toute la journée, on garde un certain contrôle sur soi, on est vigilant, on est sur le mode défensif, mais quand on dort, on perd cela. Et voilà donc un peu ce moment. On était au mois de septembre, et puis on est au mois d'octobre, et on pourrait être endormi un peu par ces chiffres qui défilent, mais qui se ressemblent. Le mois d'octobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh ben, j'ai déjà eu d'autres mois d'octobre. Ah, peut-être ce mois d'octobre s'annonce assez quelconque, peut-être le mois d'octobre d'après il sera un peu mieux, je le vivrai un peu mieux. Mais je peux déjà, par exemple, une chose, c'est que quand notre corps ne nous cause pas d'ennui, quand il est un peu apaisé, on se sent déjà bien. Parce que on peut être mal, on peut ressentir de la douleur. Et donc, moi je vis, j'ai passé la semaine dernière quelques jours difficiles. Là, je ne ressens rien. Je n'ai pas mal. Donc, je dois dire, quelque part, je dois être content rien que pour cela.
Mais bon, pour nous, l'exception, c'est la douleur. Et la règle, c'est de ne pas ressentir la douleur. Quand la douleur s'en va, on, on est content, mais pas trop, parce qu'on sait qu'on revient dans un mode normal. Comme un invité qui n'était pas attendu, mais qui vient et qui vous perturbe, à la fin, quand il s'en va, vous lui dites pas merci, parce qu'il a fini, il est resté longtemps, mais il a fini par partir, parce qu'il aurait pu rester là, tout le temps. Vous lui dites pas merci, parce qu'il vous a rendu votre liberté, non. Non, vous lui dites, ouf, vous êtes satisfait qu'il soit parti, puis c'est tout, quoi. Votre vie revient revient à son rythme ordinaire. Et on est habitué à l'ordinaire. Et tout ce qui sort de l'ordinaire, ben, on cherche plutôt à s'en défaire. Et sans, après, on n'a pas l'impression de vivre des moments de renaître de nouveau, par exemple. On n'a pas l'impression d'avoir échappé à quelque chose, d'avoir eu un sursis. Non, on n'a pas l'idée. C'est quoi cette idée de sursis? Je ne sais pas, on est tous un peu en sursis, mais c'est abstrait. Mais concrètement, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce que ça peut recouvrir. Alors finalement, voilà, donc ce moment de basculement, mais ce moment où le 2 passe au 3, mais surtout, les journées peuvent se ressembler. En même temps, elles peuvent différer par quelques petits détails, mais finalement, on a envie d'arrêter le défilement. Et on n'a pas envie que ça continue à défiler à la même vitesse. Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai envie de... Je me sens en capacité de faire, mais il est assez tard. Donc, obligatoirement, je vais perdre cette capacité-là. Je vais commencer à me sentir fatigué. Bah, j'ai eu un moment où je me suis senti en forme. Je pouvais faire des choses rapidement, puisque c'est la nuit. Rapidement, je suis comment dire, arraché à cette sensation-là. Voilà comment donc choisir entre les mots. Il y a pléthore de mots. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un utiliser le terme de logorée. C'est vrai, on pourrait se lancer dans une sorte d'inflation de mots et commencer à parler, parler, parler. Simplement pour dire qu'il y a un regret de quelque chose. Un regret un peu général, un peu diffus. Non, on regrette sans le dire à voix haute. On regrette sans vraiment en avoir conscience. On regrette. On regrette. On regrette, mais en fait, on fait cela depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rend plus tellement compte. Ça ne nous fait rien. Je regrette quelque chose, mais ça me rend pas triste ou abattu. Non, ça me cause pas trop je m'émeus pas pour autant. Je reste moi-même. Je pense à un mort et je reste moi-même. Je suis en train de manger quelque chose, je pense à un mort, mais je m'arrête pas. Je continue de prendre plaisir à la chose que je faisais auparavant. Voilà. Je dis même pas à la santé du mort. Je continue. Rien ne peut m'empêcher d'être là, fidèle à mes habitudes, prenant mon plaisir avec les choses qui me font plaisir tous les jours. C'est quand même assez perturbant, assez déroutant. Je suis dérouté par moi-même et voilà, je suis pas spécialement très... Je peux pas être satisfait de cela. Pleurer est quelque chose de
de tellement rare, tellement, et, et tellement, j'allais dire, difficile à faire naître que on voudrait pleurer. Peut-être pas pour quelque chose de précis, mais juste pleurer. Comme il nous arrive de sourire ou de rire pour des petites choses sans importance, enfin sans grand. On pourrait pleurer pour un petit truc. Simplement, ça pourrait changer. Je passe d'un état à un autre. Je pleure, mais je pleure pas quelqu'un de très cher. Je pleure peut-être, je pleure d'émotion parce que il y a quelque chose qui m'a saisi par rapport à une joie que j'ai éprouvée. Cette joie est tellement forte qu'elle me fait monter les larmes aux yeux. Eh bien non, pas de larmes, sauf quand mes yeux fatiguent et commencent à larmoyer, mais c'est pas un phénomène émotif, c'est un phénomène psychique, c'est un phénomène purement physique. Alors j'ai les yeux un peu des larmes aux yeux quelque part, mais c'est juste parce que je suis trop longtemps devant un écran, par exemple. Voilà, c'est là aussi les mots un peu prendre se lancer dans une sorte d'exercice dont on a presque la certitude qu'il va être raté. On se lance un petit défi, je vais dire, sans conséquence soi-même. J'ai rien à dire de précis. En fait, j'ai refusé de penser à quelque chose de précis. Et je me suis dit, tu vas quand même prendre la parole, mais juste un peu pour, encore une fois, marquer cet instant, ce moment de passage. Simplement marqué par un mot qui a déjà été utilisé, peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Peu importe. Euh, Juste comme quelqu'un qui se pince. Et parce qu'il se pince, il a une réaction, il a un flux nerveux, et il se dit, voilà, je suis encore vivant. Je me pince. Pour vraiment me sentir. Et je parle pour quelque part qu'il y ait encore une preuve que je suis encore de ce monde, que je peux exister différemment, que je peux quitter le monde du silence euh, pour changer. Je suis dans le silence, ça m'a été imposé, alors je n'accepte pas. Je n'accepte pas ce silence opaque qui se prolonge, qui se prolonge, qui se prolonge. Moi, je pourrais avoir envie de maudire certains. Je les maudis. Bon, je sais que ça n'a pas d'effet. Je peux maudire autant que je veux, ça ne sert à rien. Mais je maudis comme ça, une sorte de petit plaisir que je m'offre. Je maudis un certain nombre de gens, bien entendu, et évidemment. Et on a toujours un peu honte de s'être fait avoir par la dépendance qu'on a envers les gens. Je dépends trop, j'ai dépendé trop, j'ai appris à dépendre. Et j'ai pas réussi à. Voilà, cette parole est aussi une manière de parler sans avoir besoin d'avoir un interlocuteur. Je me parle à moi-même. C'est quelque chose d'assez un peu, j'allais dire, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans des conditions normales de vie. Mais quand on n'a pas le choix ou quand on refuse euh, d'accepter les conditions de l'autre pour
avoir accès à une sociabilité. Alors, quelque part, je trouve pas le fait de se parler, je trouve pas ça tellement tellement, j'allais dire, impossible à concevoir. On peut le concevoir. Je trouve pas d'autres termes, maintenant je fais avec ce que j'ai. Oui, on peut concevoir que, évidemment, c'est comme ça. C'est une situation. On n'est pas le maître de ses propres moments. On y participe, mais évidemment, on dépend. On dépend des autres. On, est, on, a, on a toujours été dépendant. Ce qui fait qu'il est carrément impossible d'établir une vie indépendante. L'autre, il y a toujours quelque chose qui pourrait nous convenir. Simplement parce que c'est l'autre. Et même dans le domaine des mots, c'est encore vrai. C'est aussi vrai. C'est l'autre a des mots à lui qui ne sont pas les miens. Il y a des mots que je n'utilise jamais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis toujours un peu dans le même flux de pensée et j'utilise jamais ces mots. C'est pas que je les ignore, mais je ne les utilise pas. Et un autre va les utiliser. Parce que il est autre. Et c'est cela. Donc finalement, j'ai tenu un petit moment, je suis à 30 minutes, simplement un peu une réaction contre l'échec de ce projet d'adresse aux gens. Ça a échoué. Pour l'instant, c'est un échec. C'est vrai que c'est une parole un peu, j'allais dire, non pas singulière, mais c'est ma parole à moi. Et quelque part, elle m'est auto-destinée, mais il y a énormément de choses qui sont de l'ordre du privé, de l'intime, mais que les gens acceptent de, de, de recevoir. Les gens ont un certain désir, un certain appétit, une certaine appétence pour les pensées et les ressentis et les différentes, j'allais dire, digressions de l'autre sur sa propre vie. L'envie de savoir. Pour comparer peut-être un système pour toujours savoir où l'on est. L'autre vous permet de savoir qui vous êtes. Parce que on ne peut pas se définir sans avoir un opposé. On se définit par rapport à son opposé. Simplement, voilà. Donc, j'ai une parole un peu particulière, mais elle a son intérêt, ne serait-ce que pour servir j'allais dire, de miroir inversé, non, de servir un peu de, pas dire de faire valoir. Non, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, voilà. Il y a des moments où on est un peu plus dans les mots. Et on essaie de faire appel à nos, c'est-à-dire d'être un peu plus exigeant dans la convocation et l'utilisation des mots. Alors, il y a un désir d'épater, un désir d'intéresser, un désir. Et quelquefois, ce désir-là, ben, il est un peu, il est un peu absent. C'est toujours le problème que j'ai constaté par rapport à cette chose, par rapport à la voix, c'est que la voix, elle est un peu traîtresse, au sens où on parle une langue et souvent l'autre n'entend
qu'un accent. Quel accent? Il n'entend pas la langue que nous utilisons, mais il entend l'accent. Alors qu'en fait, d'abord, je ne suis pas responsable de mon accent, mais je ne comprends pas pourquoi il est aussi présent, il est aussi... et pourquoi il ne s'est pas émoussé, cet accent-là. Pourquoi? Ah, ça va être facile à expliquer, mais voilà, donc il y a l'accent, puis il y a aussi cette voix que, que j'arrive pas à poser comme je le veux. C'est-à-dire, j'arrive pas à en faire une voix puissante, une voix qui me permet de, de frapper les autres. C'est une voix trop faible, trop basse. Elle ne remplit pas son rôle. Et voilà, donc il y a, voilà, aussi l'exercice, c'est pour s'entendre parler, pour voir si, là je parle doucement, mais il est possible que si les conditions étaient différentes, si l'horaire était différent, j'aurais pu parler plus fort. Et pas encore ça, la voix, il y a des choses, c'est marrant cette histoire, hein. Je doute de moi-même quand j'entends le corps chanter, oui, le corps chanter c'est pas mal, hein, aussi. Et quand j'entends le corps chanter, je me lève et je danse. Quand j'entends le corps chanter, je me lance dans d'une, je me lance dans une sarabande endiablée. Donc quand j'entends le coq chanter, au Maroc, le coq quand il chante, je fais toujours un même. Et ça donne ça. Coco, coco, aïko, coco, coco, voilà. Coco. Alors je me dis, est-ce une sorte, est-ce que le son, le son entendu, est-ce qu'il est vraiment le son réel, ou est-ce que c'est un son transmis, un son hérité? J'interprète son chant selon peut-être la culture dans laquelle je suis et selon un peu le chant vocal utilisé. Simplement, ces consonnes-là, ce K, est-ce qu'il existe réellement dans le chant du coq? Est-ce que c'est une invention? Parce que d'autres vont entendre la même chose, donc ils vont entendre coco. Au lieu de dire coco, ils vont entendre coco, rico. Alors moi, coco, cocorico, il n'y a pas de cocorico, coco, il n'y a même pas de R dedans. Et puis coco, cocorico. C'est vrai qu'il y a cette, cette voyelle qui est longue comme ça. Donc, tout le monde la reçoit, tout le monde, après les Anglais, je me souviens plus, mais c'est... Ça se dit ça comme ça, mais presque comme un peu comme le cri de la dinde, donc ou du dindon. Donc c'est pas du tout un gloussement comme le cri, je ne sais pas si on peut appeler ça gloussement du dindon. Ça ressemble, d'après le souvenir que j'en ai. Mais j'arrive plus à avoir sur ma langue le cocorico anglais, sa traduction. En tout cas, donc finalement, je ne sais pas ce que je voulais dire. En tout cas, dans ce qui est la voix, on vit dans un environnement sonore qui détermine un peu l'accent et les possibilités vocales qu'on va avoir. Après, quand on change cet environnement, et quand on se déplace, l'environnement est différent, mais nous, on est resté un peu les mêmes. C'est pas évident de changer. Simplement, voilà, et ce kokoro, ça va être toujours un kokoro,
et rien d'autre. Si je dis cocorico, c'est juste un peu pour ne pas faire quelqu'un à part. Mais pour moi, le vrai cri, c'est ça. C'est coco, ou quelque part, dans ce sens, ou qui se rapprocherait du vrai. Mais il est possible que ça ne soit pas ça. Comment on pourrait construire une machine qui enregistrerait le cri tel qu'il est et qui essaierait un peu de faire, qui aurait une sorte de, de je sais pas, cahier de notes ou un truc comme ça, qui, lui, vraiment, dont elle pourra faire appel à ça. Après, les gens qui ne prononcent pas le Qa, pour eux, c'est comme si ça n'existait pas. Et les gens qui ne prononcent pas le A, c'est comme si ça n'existait pas. Voilà un peu la chose. Quoique, on retrouve le A un peu dans certains accents français. Ah, mais putain, waouh, putain, waouh, putain. On peut le retrouver. Euh, voilà donc la voix qu'on veut avoir, donc qu'elle puisse nous aider à faire passer le message. C'est pas La voix n'est qu'un transmetteur, n'est qu'un médiateur, n'est qu'un canal de transmission. Après, ce qu'on veut faire passer, c'est un sentiment, une émotion, une sorte, faire partager une vision, faire adhérer à quelque chose qu'on veut défendre, qu'on veut promouvoir. On pourrait poser la question à un être vivant qui vit par exemple jusqu'à 70 ans. On pourrait compter combien de mots il a dit il a pu dire tout au long de sa vie. Est-ce qu'il en a prononcé 3 millions, 10 millions, 1 milliard de mots, en supposant que, voilà, il parlerait par exemple pendant 3 heures par jour, donc 3 heures multipliées, etc., par tant de jours, tant de mois, tant d'années. Peut-être qu'on va arriver à quelque chose, à un chiffre assez imposant. Et combien de mots ont été des répétitions, combien de mots ont été, j'allais dire, des sortes de mots un peu pas trop, un peu fourre-tout, un peu les mots en fait qu'on dit, mais on les dit parce que c'est pas à défaut d'autres, mais plutôt non pas une sorte de bricolage, mais une sorte de... on va vers la facilité. Alors, on sait que la chose doit être dite avec beaucoup plus de précision. Il y a quelque chose de différent, il faut le signaler. Et puis, il faut la signaler. Et puis, mais quand même, tant qu'à faire, donc avec cette excuse que avec cette excuse que nous nous accordons, voilà donc j'utilise un peu, je vais vers la facilité parce que j'ai pas envie de me fatiguer à chercher toujours des mots bien un peu trop compliqués ou trop peu utilisés. Donc finalement, si on doit mesurer, on trouverait que c'est peut-être 50% de mots, 60% de mots qui sont toujours un peu les mêmes, qui reviennent. Et comme chaque personne a un patrimoine génétique, chaque personne a ceci ou cela de particulier, pour y dire, chaque personne va avoir quand même un peu un pourcentage à lui.
Celui-là, c'est 49%, un autre, c'est 49, quelque chose, un autre, c'est 30%. Donc, personne ne pourra ressembler à personne dans cette, dans cette mesure-là. Il n'y a pas d'équivalence. C'est normal parce que chacun, euh, on n'est jamais dans les mêmes conditions, et puis même dans les mêmes conditions, il y a toujours, on varie toujours. Donc finalement, si on m'écoutait, on verrait que, évidemment, je suis coutumier d'un certain nombre de mots, et que finalement, même quand je vais un peu, quand j'essaie de m'égarer, quand j'essaie de sortir de mes chemins habituels, ben, finalement j'y reviens. Je retrouve toujours mon chemin, je reviens toujours vers mes lieux habituels. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est vrai que c'est rien, ceci est rien, mais on ne peut pas dire que le rien n'a pas d'importance. On ne peut pas dire que le rien est difficile de définir ce que c'est que le rien. Puisque fondamentalement, on pourrait se contenter d'un mot. L'idée, c'était aussi, à un moment, j'avais pensé à dire un mot, puis m'arrêter. Le problème avec un mot, c'est qu'il y aurait le mot, puis il y aurait le silence. Donc le mot n'existerait pas longtemps, il n'existerait que dans un registre temporel très bref. Mais en fait, finalement, ou alors, je ne sais pas, faire répéter le mot sur une certaine plage de temps, ou alors faire en sorte, comme celui qui ralentirait une voix, une onde, et bien finalement, ou une image, ralentir un peu le mot. Mais ça, ça marchera pas. On peut ralentir une image, on verra toujours, l'image sera toujours identifiable. On peut ralentir, mais ralentir un mot, ça va devenir quelque chose, ça, c'est pas possible. Le son qui ralentit il devient incompréhensible, ça ne donnera rien. Donc l'idée, c'est de dire que dans une quantité de mots, parce qu'il faut habiter le temps avec des mots, on ne peut pas faire autrement, sinon c'est rien, il n'y a rien, il y a encore rien, encore plus rien que ce que je peux considérer moi comme étant du rien. Mais parmi donc cette chose-là, il y a un mot, il peut y avoir un mot. Il y a des mots qui, dans l'histoire, ont constitué des sortes de pôles essentiels. Le salut, à un moment, a consisté, a vraiment a été la base de toute une croyance et une pratique. Et vraiment, on peut considérer que un mot, il peut, il peut quelque part gouverner beaucoup de gens, et sur une période longue. Un mot peut être important. Quand on dit le mot réforme, on sait que c'est important. Le mot réforme, après il y a la contre-réforme, et ça y est, vous êtes réformiste ou vous êtes anti-réformiste. Simplement, ça vous distingue de l'autre. Ça crée une sorte de séparation impossible à nier ou à effacer. Et donc, parmi les mots quelconques que j'ai dit, il y a peut-être un mot qui a une importance. Je vais dire qu'il y a une place centrale. Ça peut être un mot très simple, qui n'a pas de prétention, mais qui est essentiel. Parce que les mots, justement, ce serait une fait intéressante, les mots, malgré leur caractère un peu banal, ils sont nécessaires, ils sont indispensables. Si je perds un mot que je considère comme
un peu trop, trop facile, un peu trop, j'allais dire, vulgaire, ben finalement, je perds quelque chose d'important. Donc un mot simple, archi simple, récurrent, presque, presque qui ne joue pas un rôle central comme ça à première vue, mais qu'en fait finalement il est essentiel à, à mon existence et à mon rapport au monde. Donc il peut y avoir un mot parmi ces mots auquel on ne va pas faire attention, on ne va pas accorder d'importance, mais finalement il est un des plus fondamentaux, un élément central de toute cette constitution, de toute cette construction sémantique, langagière et tout ça, et et donc finalement, à un moment, on est on ne sait pas comment parler de soi. Parce que finalement, on a utilisé un peu beaucoup de façons et on arrive à un moment, on sait que les façons précédentes n'ont pas été satisfaisantes. Donc comment parler de soi dans une certaine, non pas, dans, sans trop se perdre dans les, dans quelque chose sans parler de soi de façon claire quand on dit dire quelque chose qui ne souffre pas la contestation, qui ne souffre pas la relativisation. Je dis, je suis dépassé, je me sens impuissant. Le mot de l'impuissance est quelque chose qui peut traduire à un moment donné. Je suis victime d'une impuissance assez, assez conséquente. Vraiment, tout ce que je peux entreprendre est marqué de ce saut, du saut de l'impuissance. Je suis impuissant. Mais là, sans rentrer dans le détail, il y a là une description de ma réalité qui peut être correspondre à d'autres réalités, à l'impuissance. L'impuissance est quelque chose, est une expérience ou un sentiment auquel tout le monde va se retrouver confronté. L'impuissance. Sans donner de synonyme, rester sur le mot impuissant. C'est pas que avant d'être impuissant, on a été puissant. C'est là tout. C'est là un point déjà qui pose problème. On n'a pas été impuissant auparavant. Quand on n'était pas impuissant, on n'avait pas une idée qu'on était puissant. C'est juste que le mot convient pour décrire une situation qui nous échappe. Avant, on n'était pas puissant, on était juste ordinaire, quelconque, banal, normal. Mais maintenant, on est moins que normal. Hein, on est moins que banal. Même une vie ordinaire, il nous devient inaccessible. Une vie avec les choses qui vont avec, quelques petites satisfactions, et puis un peu de tranquillité, un peu de... ça, il peut nous manquer. Donc, impuissant à retrouver une dose de confiance, une dose d'espérance, une dose de ceci ou cela. Impuissant un peu à contrôler sa chute. Je tombe, je chute. Et finalement, je ne peux pas arrêter.
impuissant à me vider l'esprit des choses qui me font mal, qui me pèsent. Des paroles blessantes, des actes blessants, des actes traumatisants. Toujours des choses comme ça qu'on n'arrive pas à s'enlever de l'esprit et de la mémoire. Voilà l'impuissance et puis c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de situation un peu... Parler de son impuissance, c'est à un moment donné parler d'un état qui est devenu un état normal. Donc on ne peut plus le caractériser par l'impuissance, on ne sait pas comment en parler, puisqu'on est dans l'impuissance depuis longtemps, et ce n'est plus une exception. Donc finalement, on peut en souffrir, mais un peu en arrière-plan. Je vis avec mon impuissance. Je vis avec depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, et plus encore. Ben c'est ça pour moi la vie. C'est une vie marquée par l'impuissance. Mais je ne me rends plus compte. Et à ce moment-là, on pourrait compléter, dire oui, il y a impuissance et impuissance. Il y a peut-être l'impuissance stade 1, stade 2, stade 3, stade 5, stade 10, etc. Oui, je suis peut-être impuissant, stade 4, 5, 6, mais peut-être j'ai pas encore, j'avance, si je puis dire. Voilà donc comment on peut finir une prise de parole qui en fait n'avait aucune prétention, qui se voulait simplement une oralisation, voilà, et pas plus, rien de plus. Être dans la sonorité, dans la vocalisation, dans l'utilisation des mots, dans la, la manipulation. Non, je ne manipule pas, c'est dans l'usage des mots. Utiliser les mots à un moment donné, peu importe ce qu'ils peuvent être ou signifier, etc. Sans rechercher à rien de concluant. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas à obtenir un résultat, simplement. Et voilà, donc ben, j'en ai fini. Sinon, je commence à m'échauffer. Et je vais essayer de récupérer un peu le contrôle de la chose. Ce ne sera pas intéressant. Je laisse la chose telle qu'elle est. Je ne vais pas essayer de les donner, de la redorer un peu. Je laisse la chose telle qu'elle est, sans chichi, sans prétention, sans rien.